Ma belle-fille m'a écrit, nous ne voulons plus de toi dans nos vies. Alors, je leur ai coupé tous les paiements. Mon gendre m'a envoyé un message. Il disait, c'est fini pour toujours entre nous. Ne nous contacte plus. Ma fille l'a confirmé peu après. J'ai souri, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu calmement, pas de problème. Puis, dans le silence de mon bureau, j'ai discrètement annulé chacun des paiements mensuels que je leur faisais. 48 000 pesos qui couvraient leur maison et leur voiture. Des semaines plus tard, lorsque la banque a commencé à appeler et que les dettes se sont accumulées comme des feuilles mortes, ils sont apparus à ma porte, me suppliant de rouvrir le robinet d'argent. Je m'appelle Daniel Fuentes, j'ai 64 ans, je suis un conseiller financier à la retraite et je vis à Juriquilla, Querétaro. J'ai passé 38 ans de ma vie à aider les gens à gérer leur argent, à planifier leur retraite, à faire des investissements intelligents. Jamais, même dans mes cauchemars les plus sombres, je n'aurais pensé devoir utiliser ces mêmes compétences contre ma propre famille. Mais nous y sommes. 6 ans. C'est le temps que j'ai passé à financer la vie de ma fille Raquel. Raquel et son époux Santiago. Ma jolie petite fille, celle qui courait vers la porte quand j'arrivais du travail criant de joie. « Papa est là !» Maintenant, elle me soutient à peine le regard. Santiago Mendoza, mon gendre, 37 ans. Il travaille comme cadre intermédiaire dans une entreprise de technologie au centre de Querétaro. Quand Raquel l'a ramené à la maison pour la première fois, il y a 7 ans, il m'a semblé être un homme décent, ambitieux, poli, avec cette poignée de main ferme que les hommes de ma génération ont l'habitude d'apprécier. Il m'a appelé « Monsieur » pendant les 6 premiers mois. Cela aurait dû être mon premier signal d'alarme. Personne n'est aussi poli à moins de vouloir quelque chose. Le changement a commencé lentement. C'est comme voir la rouille s'étendre sur le chrome d'une vieille voiture. On ne se rend pas compte de ce qui se passe jusqu'à ce qu'un jour, soudain, l'éclat ait complètement disparu. Au début, Santiago me remerciait profusément quand je les avais aidés avec l'apport pour leur maison. « Monsieur Daniel, je ne sais pas comment vous rembourser. Nous vous rendrons chaque centime, je vous le promets. 560 000 pesos pour leur maison sur le Paseo de las Cañadas. Au fait, j'attends toujours ce paiement. » Ensuite sont venus les crédits pour les voitures, les deux, la Honda R&V de Raquel et le Ford Lobo de Santiago. « Juste le temps que nous nous stabilisions, papa, » m'a dit Raquel en me serrant la main par-dessus la table pendant le dîner. Ses yeux brillaient d'une telle espérance. Comment aurais-je pu lui dire non? 13 600 pesos supplémentaires par mois, retirés automatiquement de mon compte. Ensuite, les polices d'assurance, l'abonnement à Costco, la couverture médicale pour les gros frais à laquelle je les avais ajoutés grâce à mes avantages de retraite, tout semblait correspondre à ce que fait un bon père. Prendre soin de ses enfants, n'est-ce pas? Même quand ils sont déjà adultes. Même quand une voix au fond de soi vous murmure qu'ils profitent de vous. Je me souviens de l'instant exact où j'ai vu le masque de Santiago tomber. Nous étions à un barbecue chez eux il y a peut-être 2 ans. L'un des collègues de Santiago a fait une blague sur le fait que Raquel avait épousé quelqu'un de bonne position parce que leur maison était bien plus jolie que l'appartement où ils vivaient. Santiago a ri, a bu une gorgée de sa bière et a dit « Eh bien, vous savez, quand on travaille dur et qu'on prend des décisions intelligentes, de bonnes choses arrivent. » Pas un seul mot sur qui avait réellement payé l'apport de cette maison. Pas une seule reconnaissance. Raquel était là, elle a écouté et n'a rien dit. C'est alors que j'ai commencé à tenir les comptes, non par dépit, ou du moins c'est ce que je me suis dit. Une habitude professionnelle. Je suis conseiller financier. Je suis les chiffres, alors j'ai créé un fichier Excel. Chaque paiement, chaque peso, chaque petite faveur qui mutait jusqu'à devenir une autre obligation mensuelle. Le total a grossi comme une tumeur. 29 000 pour leur hypothèque. 13 600 pour les 2 voitures, 5 400 pour les primes d'assurance, 48 000 chaque maudit mois retirés automatiquement de mon compte de retraite. Au cours de 6 ans, j'avais injecté plus de 3 400 000 dans leur vie. Et cela sans compter l'apport initial, sans compter les meubles que je leur avais achetés quand ils avaient aménagé, sans compter l'argent liquide pour les urgences que je donnais à Raquel quand le pick-up de Santiago avait besoin de réparation, ou quand ils voulaient rénover leur cuisine, ou quand ils avaient décidé qu'ils avaient besoin d'une nouvelle télévision de 75 pouces. Et en parlant de cette télévision, c'est ce qui a tout déclenché. C'est ce qui m'a finalement fait voir la situation dans son ensemble avec une clarté blessante, comme si quelqu'un avait nettoyé la bouée d'un miroir embué. C'était un samedi soir, début mars. Raquel m'avait invité à dîner, une rareté ces jours-ci.
J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand Jacques me reçut à la porte avec ce sourire rigide qui n'atteignait pas les yeux. « Comment vas-tu, Daniel ?»« Entrez. » Ce n'était plus « papa », ce n'était plus monsieur Daniel, juste Daniel, comme si j'étais une connaissance à peine tolérée. La maison sentait merveilleusement bon. Rachel avait préparé un rôti au four, mon plat préféré. La table était dressée avec soin. Pendant un instant fugace, je me permis de croire que c'était réel, que ma fille voulait passer du temps avec moi, que nous pouvions redevenir une famille. Et puis, j'entrai dans le salon et je la vis. La télévision était colossale. Elle était fixée au mur comme un monolithe noir. Elle devait faire au moins 75 pouces, peut-être 80. Le genre d'écran que l'on voit dans les bars sportifs. Jacques se tenait devant elle, la télécommande à la main, souriant comme un enfant le matin de Noël. « Regarde ça, Daniel. Ils me l'ont installé hier. Résolution 8K, écran à point quantique. Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le NEC plus ultra. Elle a coûté 64 000 pesos, mais elle vaut chaque centime. La qualité d'image est incroyable. Rachel m'observait depuis le seuil de la cuisine. Elle tenait une cuillère en bois à la main. Quelque chose dans son expression me serra la poitrine. Était-ce de la culpabilité, de la honte? Ou attendait-elle simplement de voir si j'allais gâcher leur dîner en disant quelque chose? Je gardais un ton de voix désinvolte, même aimable. Eh bien, c'est tout un investissement. Vous avez sûrement économisé longtemps pour acheter quelque chose comme ça. Le sourire de Jacques vacilla à peine une fraction de seconde. Eh bien, tu sais, la prime de travail est tombée. Nous avons pensé que nous méritions de nous faire plaisir. J'acquiesçais lentement, faisant des calculs dans ma tête, les mêmes calculs que je faisais depuis 6 ans. C'est super. Très bien pour vous. Dis, une question en passant. Avez-vous enfin pu régler le solde de ces cartes de crédit? La dernière fois que nous avons parlé, Rachel m'a dit que vous aviez une dette d'environ 220 000 pesos avec des intérêts très élevés. La température de la pièce chuta brusquement. Le visage de Rachel pâlit. Elle ouvrit la bouche, la referma, et regarda Jacques avec le même désespoir que quelqu'un qui se noie, regarde une bouée de sauvetage. Jacques serra la mâchoire, posa la télécommande sur la table avec beaucoup de soin, délibérément. Quand il se tourna pour me regarder, cette masque de courtoisie avait complètement disparu. Ce qui se cachait dessous était quelque chose de froid et de dur. Tu sais quoi, Daniel? C'est exactement ça le problème. Juste ça. Chaque fois que nous essayons de profiter de quelque chose, chaque fois que nous prenons une décision concernant nos propres vies, tu dois fourrer ton nez partout. Tu dois faire en sorte que tout tourne autour de l'argent, des dettes, de ce que tu penses que nous devrions faire. Je levai les mains en signe de paix. Jacques, ce n'était pas mon intention. Si, ça l'était. Absolument. Tu ne peux pas t'en empêcher. Tu crois que parce que tu nous aides de temps en temps, cela te donne le droit de contrôler chaque aspect de nos vies, de juger nos décisions, de nous faire sentir comme des petits enfants qui ne savent pas gérer leurs propres finances. Ce n'est pas juste, dis-je à voix basse. Je n'ai jamais essayé de vous contrôler. Vraiment, la voix de Jacques montait. Vraiment, parce que de mon point de vue, on a l'impression que chaque conversation, chaque dîner de famille, chaque appel de ta part, vient avec des ficelles attachées. Des petits commentaires, des petites allusions. Avez-vous déjà pensé à ceci? Avez-vous considéré cela? Peut-être devriez-vous être plus responsable avec l'argent. Rachel avait commencé à pleurer en silence. Les larmes roulaient sur ses joues, tandis qu'elle restait là, figée. Je regardais ma fille. Rachel, toi aussi tu ressens ça? Elle ne voulut pas me regarder dans les yeux. Elle resta à fixer le sol et murmura « Papa, c'est que oui, un peu. » C'est-à-dire, parfois on a l'impression que tu ne nous fais pas confiance pour prendre nos propres décisions. Quelque chose se fissura dans ma poitrine. Ça ne se brisa pas. Pas encore, juste une fissure. Une minuscule fêlure que je savais finirait par s'étendre. Je me levai. Mon assiette de rôti resta intacte sur la table. Je devrais y aller. Je suis désolé de vous avoir dérangé tous les deux. Ce n'était vraiment pas mon intention. Jacques ne s'excusa pas. Il ne recula pas d'un millimètre. Il resta là, les bras croisés, me regardant prendre ma veste. Rachel me suivit jusqu'à la porte, pleurant toujours, mais elle ne me demanda pas de rester. « Papa, je suis désolé. »« C'est juste que nous avons besoin. »« Je sais, lui dis-je.
Vous avez besoin d'espace, je comprends. Je rentrais chez moi en silence. Je n'allumais pas la radio. J'écoutais seulement le son de ma propre respiration et regardais les lumières de la rue s'estomper au fur et à mesure que je passais. Quand je revins à ma maison de l'avenue des Jacarandaches, j'allais directement au garage. Vers ma Ford Master de 67, le projet de restauration sur lequel je travaillais depuis 3 ans. Je m'assis sur le siège conducteur, posai les mains sur le volant et me permis de réfléchir profondément à ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibra. Un message de Rachel. « Papa, je suis vraiment désolé pour ce soir. Jacques est très stressé par le travail. On se parle bientôt. » Oui, je ne répondis pas. Je restais assis là, dans l'obscurité grandissante, entouré d'outils, de pièces de moteur et de cette odeur pénétrante d'huile, attendant de voir ce qui allait se passer. Je n'eus pas à attendre longtemps. 2 jours passèrent, 48 heures de silence absolu de la part de Rachel et Jacques. Je passais ce temps dans mon garage, la plupart du temps une clé dynamométrique à la main, à reconstruire le carburateur de la Mustang. Il y a quelque chose de profondément méditatif dans le travail mécanique. Chaque pièce a un but, chaque écrou a sa place. Rien n'est arbitraire. Tout le contraire des relations familiales. Salve. Apparemment, mon téléphone vibra sur l'établi. Mardi après-midi, 15h47. Je m'essuyai les mains avec un chiffon industriel et le décrochai. Le message venait de Jacques. C'est fini entre nous pour toujours. Arrête d'essayer de contrôler nos vies. Ne nous contacte plus jamais. Nous sommes sérieux. Je le lus 3 fois. Je fixai ces lettres majuscules comme s'il s'agissait d'une langue étrangère que je devais déchiffrer. Puis arriva le message de Rachel. Plus doux, mais tout aussi définitif. « Papa, je crois que c'est mieux ainsi. Nous avons besoin d'espace pour construire notre propre vie sans nous sentir jugés tout le temps. J'espère que tu comprendras. Prends bien soin de toi. » Je posai le téléphone sur l'établi. Je soulevai la pièce du carburateur que j'avais nettoyée. Je la reposai. Je regardai le téléphone à nouveau. Les mots n'avaient pas changé. Ma propre fille venait de me rayer de sa vie pour un commentaire sur une télévision et une dette de carte de crédit. Pour la plupart des pères, ce serait le moment de la dévastation, des larmes, peut-être de la colère, des appels téléphoniques désespérés implorant une réconciliation. Mais je ne suis pas la plupart des pères. J'ai passé 38 ans comme conseiller financier. J'ai vu toutes les variations possibles de manipulation financière, de dépendance et de délire de grandeur qui existent. J'ai vu des clients détruire leur retraite en essayant de sauver des enfants ingrats. J'ai vu des familles imploser à cause de l'argent. Je n'aurais simplement jamais pensé que je le vivrais moi-même. Je m'assis sur le banc de mon établi et fis quelque chose que j'aurais dû faire des années auparavant. J'ouvris l'application de ma banque et vraiment regardais les chiffres, pas seulement le fichier Excel que je tenais, mais le flux réel d'argent qui sortait de mon compte de retraite. 48 000 pesos chaque maudit mois, comme une horloge. Des traits automatiques que j'avais configurés il y a 6 ans et que je n'avais jamais remis en question. Paiement de l'hypothèque à Biva pour la maison du Paseo de las Cañadas, 29 000 pesos. Paiement du crédit automobile pour la Honda de Rachel, 6 800 pesos. Paiement du crédit pour le Lobo de Jacques, 6 800 pesos. Prime d'assurance, 5 400 pesos. Et puis il y avait les dépenses non automatiques, l'abonnement Costco auquel je les avais ajoutés, le plan médical familial qui me coûtait environ 8 000 pesos par mois et que je n'avais même pas comptabilisé. Les virements d'urgence aléatoires, 10 000 pesos par-ci, 16 000 par-là, 24 000 pour les carreaux de cuisine dont Rachel estimait avoir désespérément besoin. J'ouvris mon fichier Excel et commençai à additionner pour de bon. Chaque virement, chaque chèque que j'avais signé, chaque fois que Rachel appelait avec une crise et que j'ouvrais mon portefeuille, le chiffre qui apparut à l'écran me fit cligner des yeux. 3 450 000 pesos en 6 ans, plus les 560 000 du versement initial que je leur avais donné comme cadeau de mariage, soit environ 4 millions de pesos. 4 millions de pesos que j'avais investis dans la vie de ma fille, dans son indépendance, dans son mariage avec un homme qui venait de me dire de ne plus jamais les contacter. Je me mis à rire. Je ne pus m'en empêcher. Ce n'était pas un rire amer. C'était plutôt le rire que l'on lâche quand on comprend enfin la chute d'une blague qu'on vous raconte depuis des années. Ils voulaient l'indépendance. Ils voulaient construire leur propre vie sans mon jugement et sans mon contrôle. Parfait. Je pouvais leur donner exactement cela. Mes doigts flottèrent sur l'écran du téléphone.
Une partie de moi, la partie paternelle, celle qui se souvenait encore de Rachel à 6 ans avec des couettes et les genoux écorchés, voulait l'appeler, voulait lui demander pardon, lui demander ce que je pouvais faire différemment, mais l'autre partie de moi, celle qui avait passé 4 décennies à voir comment les gens étaient manipulés et utilisés, savait exactement ce qui se passait ici. Jacques avait convaincu Rachel que mon soutien financier venait avec des chaînes invisibles, qu'accepter de l'aide revenait à renoncer à leur autonomie. Et au lieu d'avoir une conversation honnête sur les limites, ils avaient décidé de dynamiter toute la relation. Bien, j'écrivis ma réponse au message de Jacques. Pas de problème. Bonne chance pour tout. À Rachel, j'écrivis. Je comprends. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Puis j'ouvris mon application bancaire. Paiement automatique de l'hypothèque Biva. Annulé. Paiement automatique du crédit automobile Honda. Annulé. Paiement automatique du crédit automobile Ford. Annulé. Paiement automatique des assurances Genpi. Annulé. Chaque annulation me prenait environ 30 secondes. Clic, clic. Confirmer. Des années de soutien financier effacées en quelques touches sur un écran. Je m'adossais au dossier de ma chaise et contemplais ce que j'avais fait. Je ne ressentais rien, ni culpabilité, ni satisfaction, juste un calme étrange, comme si j'avais enfin relâché un poids immense dont je n'avais pas réalisé que je le portais. Ils voulaient l'indépendance. Ils étaient sur le point de recevoir une leçon magistrale à ce sujet. J'ai pensé à appeler mon avocat, maître Gérard Thor, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Pas encore. Il ne s'agissait pas de manœuvres juridiques. C'était plus simple, beaucoup plus simple. C'était juste un père qui respectait les désirs de sa fille. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie. Je disparaissais aussi de leurs finances. C'est juste, je retournais travailler sur la Mustang. J'installais le carburateur remis à neuf, serrais les vis, connectais les conduites de carburant. Le moteur démarra au 3e essai, prenant vie avec ce magnifique rugissement profond et classique. Je le laissais tourner quelques minutes, écoutant le rythme régulier, sentant la vibration à travers le sol en béton. Mon téléphone resta silencieux. Aucun appel frénétique. Non, attendez, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Rien. Bien, je consultais mon calendrier. Nous étions le 18 mars. Le prochain paiement hypothécaire était dû le 1er avril. Les paiements des voitures, le même jour. Le renouvellement de l'assurance le 5 avril. 2 semaines avant qu'ils ne commencent à remarquer que quelque chose n'allait pas, peut-être un peu plus s'ils ne prêtaient pas attention aux confirmations de leur paiement automatique. Jacques était le genre d'homme qui suppose que tout roule jusqu'à ce qu'un problème lui explose littéralement au visage. J'avais le temps de m'assurer absolument que toutes mes bases légales étaient couvertes, le temps de tout documenter, le temps de me préparer à ce qui allait suivre. Car quelque chose allait suivre. Je le savais avec la même certitude que le moteur de la Mustang démarrerait chaque fois que je tournerais la clé. Jacques et Rachel vivaient bien au-dessus de leurs moyens. Leur revenu combiné, déjà net d'impôts, s'élevait peut-être à environ 136 000 pesos par mois, et sans mon soutien, ils seraient dans le rouge d'au moins 40 000 pesos chaque maudit mois. Ils le découvriraient tôt ou tard, et quand ce serait le cas, eh bien ça allait être intéressant. Je fermai la porte du garage, entrai dans la maison et me servis 2 doigts de bon tequila. Je m'assis dans mon fauteuil en cuir près de la fenêtre, contemplant le coucher de soleil sur le semi-désert de Querétaro, qui peignait le ciel de teintes oranges et violettes. Mon téléphone vibra une fois de plus. Rachel encore. Je sais que c'est difficile, papa, mais c'est la bonne chose à faire. Nous devons nous débrouiller seuls. Je souris et bus une gorgée de tequila. Ah, tu es sur le point d'obtenir exactement ce que tu as demandé, ma petite, murmurai-je à la pièce vide. Nous allons voir à quel point vous vous débrouillez seul. Le lendemain matin, j'appelai Gérard Torres. Non pas que nous fussions amis, nous ne l'étions pas, mais son cabinet avait géré la planification successorale de certains de mes anciens clients. Tous en disaient le plus grand bien. J'avais besoin de quelqu'un spécialisé en droit de la famille et financier, quelqu'un qui pourrait me dire exactement où se trouvaient les limites légales. Son bureau se trouvait dans un immeuble de verre moderne sur le boulevard Bernardo Quintana. La réceptionniste me conduisit à une salle de réunion avec vue sur la ville qui s'étendait vers les collines. Torres entra 5 minutes plus tard. Un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, portant un costume coûteux qui lui allait parfaitement. Il me serra la main avec la poigne de quelqu'un qui fait de l'exercice régulièrement.
Monsieur Daniel, votre message indiquait qu'il s'agissait de soutien financier familial. Je lui exposai tout, absolument tout. Les 6 années de paiement, les presque 4 millions de pesos. Au total, les messages textes rompant la relation, mon annulation de tous les virements automatiques. Je lui montrai mon fichier Excel, mes relevés de compte, chaque document que j'avais. Thor s'écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, il s'adossa à sa chaise et joignit le bout de ses doigts. Voyons si je comprends bien. Vous avez effectué des paiements volontaires au nom de votre fille adulte et de votre gendre, sans accord écrit, sans billet à ordre, sans contrat d'aucune sorte. C'est exact, et tous deux sont des adultes avec un emploi, sans handicaps ni conditions qui vous obligent légalement à les entretenir. Rachel a 34 ans, Jack 37, tous deux travaillent à temps plein, en parfaite santé. Taurus hocha lentement la tête. Donc, légalement, monsieur Daniel, vous n'avez aucune obligation de continuer ces paiements. C'étaient des dons, des contributions volontaires. Vous pouvez les arrêter à tout moment, pour n'importe quelle raison ou sans raison aucune. Quelque chose dans ma poitrine se détendit. Êtes-vous absolument sûr? Totalement. Au Mexique, la loi sur les biens communs régit la manière dont les couples mariés partagent leurs biens, mais elle ne crée aucune obligation légale pour les parents d'entretenir des enfants adultes et indépendants. Le fait qu'il vous ait explicitement dit ne plus vouloir de contact renforce même votre position. Ils ont rompu la relation. Vous ne faites que respecter leurs souhaits. Je souris. Je ne puis m'en empêcher. Alors, s'ils reviennent plus tard en exigeant que je reprenne les paiements, n'ont-ils aucun fondement légal? Aucun. Gérard Dubois sortit un carnet. Cependant, si vous souhaitez mon conseil professionnel, je vous suggère de tout documenter. Conservez ces messages textes, faites-en des captures d'écran, imprimez-les, sauvegardez-les à plusieurs endroits. Gardez une trace de chaque paiement effectué et du moment où ils ont cessé. Si cela dégénère en conflit, et d'après mon expérience, les litiges financiers le font toujours, vous voudrez avoir une trace écrite à toute épreuve. C'est déjà fait, lui dis-je. Je suis conseiller financier. Documenter est ma seconde nature. Bien. Bien. Gérard Dubois se pencha en avant. Monsieur Daniel, puis-je vous demander ce que vous prévoyez ici? Cela ressemble moins à une consultation et plus à une préparation pour un résultat très spécifique. Je le regardai dans les yeux. Je me prépare à laisser ma fille et mon gendre apprendre une précieuse leçon sur l'indépendance. C'est tout. Sans harcèlement, sans menace, sans activité illégale, juste en retirant mon filet de sécurité financier et en voyant ce qui se passe. Gérard Dubois esquissa un petit sourire. Eh bien, d'un point de vue légal, vous êtes entièrement dans votre droit. Souvenez-vous simplement que s'ils reviennent, s'ils demandent de l'aide, tout accord que vous conclurez à l'avenir devra être écrit. Des termes clairs, des attentes claires. Notez. Je quittai son bureau, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. Tout ce que j'avais fait était légal, plus que légal. C'était entièrement justifié. Ils m'avaient coupé les ponts. Je ne faisais que respecter leurs décisions. Cet après-midi-là, je m'occupais des derniers détails. J'appelai ma compagnie d'assurance et retirai Rachel et Jacques Martin de mon régime d'assurance maladie familiale. Le représentant se montra compréhensif lorsque je lui expliquai que ma fille allait obtenir sa propre couverture par le biais de son emploi. Sans poser de questions. Économie, 8 000 pesos par mois. Puis j'accédai au portail de Costco et les supprimai de mon adhésion. Cela me parut presque mesquin, mais c'était aussi 1 000 pesos par an qu'ils pouvaient payer eux-mêmes s'ils voulaient acheter du papier toilette en gros et de l'essence à prix réduit. Je vérifiai mes relevés de compte ligne par ligne, à la recherche de tout autre paiement automatique ou abonnement que j'aurais pu oublier. J'en trouvai un prélèvement de 300 pesos par mois pour un service de streaming que Jacques Martin m'avait demandé d'ajouter à mon compte, juste temporairement il y a 3 ans. Annulé. Au crépuscule, j'avais coupé toutes les connexions financières, sauf une. Le paiement de l'hypothèque, les crédits automobiles et l'assurance que j'avais déjà annulés. C'étaient les plus importants. C'étaient ceux qui allaient faire mal. Je restais dans ma cuisine, fixant le téléphone, attendant presque à moitié un appel. Sûrement, quelqu'un de la banque leur aurait déjà notifié que les paiements automatiques avaient été interrompus. Sûrement, ils avaient vu les courriels de confirmation. Rien. Soit ils n'avaient pas vérifié leur courrier, soit ils l'avaient vu et avaient supposé que c'était une sorte d'erreur qu'ils régleraient plus tard.
Jacques Martin me donnait l'impression d'être le genre d'homme qui ignore un problème jusqu'à ce qu'il se transforme en crise. Surtout si le reconnaître signifiait admettre à quel point ils avaient été dépendants de moi. Je sortis au garage. La Mustang devenait magnifique. J'avais remplacé la plupart des composants du moteur, reconstruit la transmission et restauré l'intérieur. Ce qui restait était principalement du travail cosmétique, panneaux de carrosserie, peinture, chrome, mais mécaniquement, elle était solide, robuste, indépendante, contrairement à certaines. Personne. La première semaine s'écoula silencieusement, trop silencieusement. Je passais mon temps à attendre que mon téléphone sonne, à espérer un message furieux de Jacques Martin, un message vocal en larmes de Rachel, mais il n'y eut rien. Silence radio. C'était déconcertant, à vrai dire, comme regarder le compte à rebours d'une démolition et attendre l'explosion. J'occupais mon temps à faire des recherches. Je voulais comprendre exactement ce qui leur arriverait lorsque les paiements cesseraient d'arriver. J'ai donc recherché les délais de saisie immobilière au Mexique, étudié les lois sur la saisie de véhicules et lu les réglementations des agences de notation de crédit. Le tableau qui se dessinait était pire que ce que j'avais imaginé, ou meilleur, selon la perspective. Premier paiement hypothécaire en retard, des frais de pénalité d'environ 1500 pesos, plus un appel de la banque. Rien d'extraordinaire. Les gens sont parfois en retard. Deuxième paiement en retard, plus de frais supplémentaires, des appels téléphoniques beaucoup plus sérieux. Un avis formel de défaut de paiement. Troisième paiement en retard. C'est là que les choses se gâtent. La banque engagerait une procédure de saisie immobilière. Au Mexique, la procédure de vente aux enchères peut prendre des mois, mais le harcèlement des agences de recouvrement commence presque immédiatement. Pour les voitures, ce serait similaire, mais plus rapide. Manquez 2 paiements, et ils commenceront à menacer de vous retirer le véhicule. Manquez-en 3 et une dépanneuse apparaîtra au milieu de la nuit. J'ai fait les calculs. C'était le jour 23. Leur paiement hypothécaire était dû le 1er du mois suivant, soit dans 9 jours. S'ils avaient suffisamment d'argent sur leur compte courant pour le couvrir manuellement, ils pourraient s'en sortir pour un mois, mais cela épuiserait leur réserve de liquidité. Et puis viendrait le mois suivant, et le mois d'après. Finalement, les chiffres les rattraperaient. Ils le font toujours. Je me suis servi une autre tequila et je me suis assis dans mon fauteuil, regardant le soleil se coucher. Le ciel faisait ce qu'il fait dans ces vastes étendues, prenant des teintes d'orange, de rose et de violet qui semblaient trop vives pour être réelles. Mon téléphone reposait silencieusement sur la table d'appoint. Je l'ai pris et j'ai commencé à regarder de vieilles photos. Raquel bébé. Le premier jour d'école de Raquel. Raquel à sa remise de diplôme du lycée, souriant à l'appareil photo avec toute la vie devant elle. Raquel à son mariage, il y a 7 ans, avait l'air si heureuse, si amoureuse. Je l'avais accompagnée à l'hôtel, j'avais placé sa main dans celle de Santiago, je l'avais accueillie dans notre famille et maintenant me voici démantelant systématiquement les fondations financières que j'avais bâties pour eux. Faisais-je ce qu'il fallait, ou n'étais-je qu'un vieil homme aigri punissant sa fille d'avoir choisi son mari plutôt que son père? Je suis resté longtemps à regarder cette photo de mariage. Puis je me suis souvenu du visage de Santiago lors de ce barbecue, de la façon dont il s'était attribué le mérite de leur succès sans reconnaître ma contribution. La façon dont il m'avait regardé pendant ce dîner, non pas avec colère mais avec mépris, comme si j'étais un obstacle à surmonter plutôt que quelqu'un qui leur avait tout donné. Je me suis souvenu du message de Raquel. Nous devons nous débrouiller seuls. Et bien qu'il se débrouille seul. J'ai supprimé l'album photo de mes favoris et j'ai posé le téléphone. Demain, je retournerai au garage, je retournerai à ma Mustang, je recommencerai à construire quelque chose qui, cette fois, durerait. Le paiement de l'hypothèque était dû le 1er du mois. Je le savais parce que je l'avais marqué sur mon calendrier à l'encre, rouge, l'entourant comme on marque la date d'une tempête imminente. J'ai passé cette matinée à travailler sur les panneaux de la Mustang, ponçant les taches de rouille, comblant les bosses, un travail méthodique qui occupait mes mains et concentrait mon esprit, mais toutes les heures environ, je vérifiais mon téléphone. Il n'y avait toujours rien. Soit ils avaient réuni suffisamment d'argent pour effectuer le paiement manuellement, soit ils étaient sur le point d'avoir une très très désagréable surprise. 3 jours plus tard, j'ai eu ma réponse. Je prenais un café dans un café-restaurant classique près de chez moi, un de ces endroits typiques avec des banquettes en vinyle quand je l'ai vu. Raquel était au supermarché de l'autre côté du parking, poussant un caddie vers sa Honda. Même à distance, je pouvais voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle se déplaçait avec des gestes brusques et stressés. Je l'ai vu charger les sacs dans le coffre, des marques distributeurs.
J'ai remarqué des céréales de la marque du magasin, des pâtes sans nom, le genre d'achat que l'on fait quand on compte chaque peso. Elle ne m'a pas vu, elle est juste montée dans sa voiture et est partie. Et je suis resté là, mon café refroidissant, pensant à ce que je venais de voir. Raquel n'avait jamais été du genre à chercher les bonnes affaires. Elle avait l'habitude d'aller dans des épiceries fines ou des supermarchés haut de gamme. 2BO, marque premium. Le fait qu'elle soit dans un supermarché discount, achetant des produits génériques, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ressentait la pression. Cette pensée aurait dû me faire ressentir quelque chose, de la culpabilité, peut-être de la satisfaction, mais surtout je me suis senti curieux, comme un scientifique observant le déroulement d'une expérience. J'ai payé mon café, et je suis rentré chez moi. J'ai passé l'après-midi sur Internet à rechercher la phase suivante, car s'il devait revenir en rampant, et il le ferait tôt ou tard, je devais être prêt. J'ai commencé par le droit de propriété, plus précisément les contrats de cession de droit devant notaire. C'est un instrument juridique qui transfère la propriété d'un bien d'une partie à l'autre sans garantie supplémentaire, juste un simple transfert des droits détenus par le cédant. En d'autres termes, si je le voulais, je pourrais conditionner mon aide à la signature des actes de propriété de leur maison. Ce serait légal, ce serait contraignant, et cela leur donnerait une leçon qu'ils n'oublieraient jamais sur le véritable coût de l'indépendance. Mais je n'en étais pas encore là. C'était pensé trop loin. J'ai appelé un autre avocat, pas Gérard Dautor cette fois, mais un avocat spécialisé en immobilier nommé Moral, dont j'avais trouvé le nom sur Internet. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante, afin de discuter des options, juste pour explorer les possibilités, juste pour être préparé. Le week-end est arrivé et est reparti. Il n'y avait toujours aucun contact de Raquel ou Santiago. Je suis passé devant leur maison le dimanche après-midi. Je me suis dit que je prenais juste un chemin différent pour aller à la quincaillerie. Leurs deux voitures étaient garées dans l'allée. Nambayevé öst hu decidet, frokond, iso öst, folkst for eid. La pelouse avait besoin d'être tondue. Les poubelles étaient toujours sur le trottoir, bien que le camion Ben soit passé 2 jours auparavant. Des petits détails, des signes que le stress commençait à se faire sentir. Le lundi matin, j'ai reçu un courriel de la BIVA. Ce n'était pas pour moi personnellement, mais l'un de ces courriels automatisés qu'ils envoient aux clients. Cependant, comme j'avais configuré les paiements hypothécaires via mon compte, j'étais toujours sur leur liste de diffusion pour cette propriété. L'objet du courriel, avis, votre paiement est en retard. Il l'avait donc manqué. Il n'avait pas trouvé l'argent. Le paiement hypothécaire de Paseo de las Cañadas était officiellement en souffrance. J'ai supprimé le courriel et suis retourné à mon café. Cet après-midi-là, mon voisin Thomas est passé me saluer. Thomas est un ancien agent de la police fédérale. Il avait pris sa retraite à peu près en même temps que moi. Nous n'étions pas des amis intimes, mais nous avions partagé quelques bières dans le jardin à quelques reprises. Nous parlions de football, de la retraite et de l'état général du pays. « Salut Daniel, tu as 1 minute ?»« Bien sûr. »« Qu'est-ce qui se passe ?» Thomas se gratta la nuque, l'air mal à l'aise. « Écoute, ce n'est peut-être pas mes affaires, mais j'ai croisé ta fille hier à la banque. Elle avait l'air très mal, mon ami, comme si elle avait pleuré. Et quand elle m'a vu, elle a pratiquement fui de l'autre côté. J'ai gardé une expression neutre. Nous traversons une mauvaise passe. Oui, je m'en doutais. Il a ajouté. Elle a mentionné quelque chose à la guichetière à propos de paiement en retard. Je n'essayais pas d'écouter aux portes, mais c'est une petite agence. Et Thomas laissa la phrase en suspens. Tu vas bien? Je vais bien, Thomas. Merci de t'inquiéter. Il m'étudia un instant. Ses instincts de policier étaient toujours affûtés, même à la retraite. Enfin, je voulais juste vérifier. Tu sais où me trouver si tu as besoin de quoi que ce soit. Après son départ, je suis resté longtemps dans mon allée, pensant, Rachel était allée à la banque pour tenter de régler le paiement en retard, ce qui signifiait qu'elle avait découvert que le prélèvement automatique était annulé, ce qui signifiait qu'elle savait que j'avais fait cela délibérément, et pourtant son orgueil l'avait empêché d'appeler. Rachel et Jacques avaient brûlé les ponts, ils m'avaient dit de ne plus jamais les chercher, et maintenant ils ne pouvaient pas supporter l'idée d'admettre qu'ils avaient besoin de mon aide. Ils devaient sûrement courir comme des fous, essayant de trouver comment couvrir la différence sans rien demander au père qu'ils avaient banni de leur vie. Eh bien, qu'ils courent. Je suis rentré à la maison et j'ai préparé le dîner.
poitrine de poulet rôti, légumes, un verre de vin rouge. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Mon téléphone reposait sur la table, l'écran éteint. Cette nuit-là, j'ai sorti un cahier à pages jaunes et j'ai commencé à prendre des notes. Pas un plan à proprement parler, plutôt un cadre de référence, un ensemble de principes pour le moment où il reviendrait inévitablement. Premièrement, toute aide que je fournirais serait documentée. Contrat, termes clairs. Fini les accords verbaux et les promesses creuses. Deuxièmement, il y aurait des conséquences à leur comportement. Non pas punitive, je ne suis pas vindicatif, mais éducative. Ils devaient comprendre que les actions ont des résultats. Troisièmement, la dynamique du pouvoir changerait. Mon époque de père désespéré, mendiant des miettes d'attention, était révolue. S'il voulait mon aide, il la demanderait de la bonne manière, avec humilité, avec honnêteté. J'ai regardé mes notes et j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Pendant 6 ans, j'avais été réactif, répondant à leurs requêtes, ouvrant mon portefeuille chaque fois qu'ils appelaient, jouant le rôle du père généreux, mais un peu pathétique qui ne savait pas dire non. Cette version de moi avait disparu. L'homme qui restait était quelqu'un de différent, quelqu'un qui comprenait qu'aimer ne signifie pas être un paillasson, qu'aider quelqu'un signifie parfois le laisser tomber. J'ai plié les pages jaunes et les ai rangées dans le tiroir de mon bureau, à côté, du dossier contenant toute ma documentation financière. Tout était organisé, tout était prêt. Ils avaient rompu la relation, ils avaient exigé leur indépendance, et quand ils reviendraient, car ils allaient revenir, je leur donnerais le choix, apprendre la leçon et reconstruire sur des bases honnêtes, ou affronter seul les conséquences. Dans tous les cas, j'irais bien. La Mustang n'avait pas besoin d'eux, ma retraite n'avait pas besoin d'eux, ma vie n'avait pas besoin d'eux, mais eux, ils avaient besoin de moi, seulement ils ne savaient pas encore à quel point. Je souris à cette pensée. Je me suis servi un autre verre de vin et j'ai attendu que l'inévitable se produise. Un autre mois s'est écoulé, mais a cédé la place à juin et la chaleur du semi-désert s'est installée sur Querétaro comme une lourde couverture. J'ai continué à travailler sur la Mustang. Le travail de carrosserie était presque terminé. J'avais enlevé l'ancienne peinture, réparé chaque bosse, soudé des rustines là où la rouille avait rongé la tôle. Elle était maintenant apprêtée, attendant la couche de peinture finale. J'avais choisi la couleur des semaines auparavant, bleu cobalt, identique au modèle original de 1967, classique, intègre, à la différence de certaines personnes dans ma vie. Mon téléphone sonna un après-midi alors que je ponçais le capot. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Monsieur Daniel Fournier, je suis Laetitia du service de recouvrement de Biva. J'appelle au sujet de la propriété située Paseo de las Cañadas. Je posai le bloc de ponçage sur la table. Dites-moi, nos registres vous indiquent comme contact principal pour les paiements automatiques de cette hypothèque. Ces paiements ont cessé il y a environ 2 mois. Le compte présente maintenant 3 paiements en souffrance qui totalisent 67 000 pesos, plus les frais de retard et les pénalités. Nous avons tenté de contacter les propriétaires à plusieurs reprises, mais je ne suis pas le propriétaire, dis-je calmement. Ce sont Rachel et Jacques Dubois. Ce sont ma fille et mon gendre. Je les aidais avec les paiements. C'était un cadeau, mais cet arrangement est terminé. Un silence. J'entendis le cliquetis d'un clavier d'ordinateur. Je vois. Le problème, monsieur Daniel, c'est que le paiement automatique a été configuré via votre compte. Vous figurez donc toujours comme « J'ai annulé ces paiements », l'interrompis-je. Si Rachel et Jacques veulent continuer à payer leur hypothèque, ils devront configurer leur propre méthode de paiement. Je ne suis plus impliqué. Encore un cliquetis. Puis, d'un ton plus prudent, « Monsieur Daniel, je dois vous informer que nous avons entamé le processus de saisie hypothécaire. Si le montant total de la dette n'est pas couvert, la propriété pourrait être mise en vente aux enchères bancaires d'ici le 15 juillet. Si vous avez une quelconque influence sur les propriétaires, je n'en ai aucune, la coupai-je. Capitule 6. Massab, près de Fort, Saint Pretensing. Bonne chance avec vos démarches de recouvrement. Je raccrochai et regardai mon téléphone. Le 15 juillet. Il restait 5 semaines. L'horloge faisait maintenant un tic-tac beaucoup plus fort. Cette nuit-là, mon téléphone vibra. Un message de Rachel. « Papa, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. » C'est important. Je fixai le message pendant 1 minute entière. Puis je répondis
Je respecte votre décision concernant votre indépendance. Bonne chance. Immédiatement, 3 points apparurent. Elle écrivait. Les points disparurent, réapparurent, disparurent. Finalement, papa, je sais que tu es en colère, mais nous sommes vraiment dans le pétrin. La banque menace de nous prendre la maison. Nous ne pouvons pas payer les mensualités sans, nous n'avions pas réalisé. Je regardais l'écran, attendant. S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît. J'éteignis le téléphone et me rendis au garage. Je passais les 2 heures suivantes à appliquer la presse sur les portes de la Mustang en couche douce et uniforme, prenant mon temps pour que le résultat soit parfait. Le lendemain, je repassais devant leur maison. Cette fois, je remarquai quelque chose de différent. Une de leurs voitures n'était plus là. La Honda, la voiture de Rachel. Sur l'allée, il n'y avait que le Ford Lobo de Jacques. Et même le pick-up semblait différent d'une certaine manière, sale, négligé. Je ne m'arrêtais pas, je me contentais de prendre note du détail et continuer ma route. Thomas me rejoignit le week-end suivant alors que j'arrosais le jardin. « Ça va, Daniel? Tu as entendu parler de la voiture de ta fille? » Je fermais le robinet du tuyau d'arrosage. « Non, qu'est-ce qui s'est passé? » Elle a été saisie. Jeudi soir, une dépanneuse est arrivée vers 23h. Tout le quartier a entendu le scandale. Jacques est sorti en pyjama, criant après le chauffeur de la dépanneuse. Rachel pleurait sur le pas de la porte. Le visage de Thomas reflétait l'inquiétude. « Mon ami, je sais que vous avez des problèmes, mais c'est vraiment difficile. » « Ils ont pris leur décision, dis-je. Je respecte ces décisions. Thomas me regarda longuement. « Bien sûr, si tu as besoin de parler, tu sais où me trouver. » Après son départ, je restais debout sur l'allée, arrosant des plantes du désert qui n'avaient pas vraiment besoin de tant d'eau. Une voiture de moins. L'étau financier se resserrait. J'entrai dans la maison, sortis mon carnet jaune et ajoutai une nouvelle note à mon plan. Cession de droit devant notaire. Non négociable. La propriété de la maison passe à mon nom. Ils peuvent y vivre en tant que locataires. C'était dur. Je savais que c'était dur. Mais ils avaient exigé l'indépendance, et l'indépendance signifie des conséquences. Mon téléphone vibra de nouveau cette nuit-là. Cette fois, c'était Jacques. « Papa, nous devons parler d'homme à homme. »« À homme, c'est allé trop loin. » J'ai failli rire. D'homme à homme. À homme, maintenant, il voulait une conversation après m'avoir dit que c'était fini pour toujours. Je répondis, « Tu m'as demandé de ne plus jamais te contacter. » J'honore cette demande. Sa réponse arriva rapidement. C'était une erreur. J'étais en colère. Nous l'étions tous les deux. Mais nous pouvons arranger ça. Nous avons juste besoin d'un peu d'aide pour nous remettre à jour avec les paiements. Une aide temporaire. Temporaire. C'était toujours temporaire avec Jacques. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux, répondis-je. Mais je ne suis pas en mesure de vous aider. C'était un mensonge, bien sûr. J'avais beaucoup d'argent. Mon fonds de retraite était solide. Mes investissements étaient sûrs. Ma pension couvrait toutes mes dépenses, et il m'en restait. Je pouvais absolument les aider. Je n'allais simplement pas le faire. Pas encore. Pas avant qu'ils n'apprennent ce qu'ils devaient apprendre. Le message suivant de Jacques Dubois fut plus long. Bien, bien, comporte-toi comme ça, mais tu dois savoir quelque chose. Rachel pleure toutes les nuits, elle mange à peine. Elle croit que tout cela est de sa faute. Ta propre fille s'effondre et tu t'en fiches complètement. Quel genre de père fait ça? Je lus ce message 3 fois. Chaque fois, je ressentis une émotion différente. La culpabilité, la colère, puis quelque chose de plus froid, de plus clair. J'écrivis avec soin. Quel genre de fille dit à son père qu'elle en a fini avec lui pour toujours? Quel genre de gendre envoie un message en majuscule disant de ne plus jamais les contacter? Vous deux avez pris cette décision. Je vous donne exactement ce que vous avez demandé, une vie indépendante de moi. Félicitations. Je bloquai le numéro de Jacques Dubois. Puis, après un moment d'hésitation, je bloquai aussi celui de Rachel. Il devait comprendre que les mots ont des conséquences, qu'on ne peut pas brûler les ponts, et s'attendre ensuite à les traverser à nouveau quand cela nous arrange. La maison me parut très silencieuse après cela. 3 semaines plus tard, un mercredi après-midi, j'étais dans le garage, appliquant la dernière couche de peinture sur la Mustang, lorsque j'entendis une voiture s'arrêter dehors. Pas dans mon allée, mais dans la rue.
Un moteur en marche. Des voix. Je marchais vers la porte du garage et regardais dehors. Une dépanneuse était garée devant ma maison et derrière elle, en train d'être hissée sur la plateforme avec une efficacité mécanique, se trouvait le Ford Lobo de Jacques Dubois. Jacques Dubois lui-même se tenait sur le trottoir. Il portait ses vêtements de travail, un pantalon kaki froissé et une chemise boutonnée qui semblait avoir été portée pour dormir. Son visage était rouge et les veines de son cou saillaient, tandis qu'il criait à l'opérateur de la dépanneuse. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. » Je n'ai que 2 paiements de retard. Le chauffeur, un homme corpulent salopette, ne le regarda même pas. Il se contentait d'actionner le système hydraulique, inclinant la plateforme et sécurisant le pick-up avec la facilité de l'habitude. « Ce sont 3 paiements en retard, patron, » dit le chauffeur calmement, « et nous vous avons envoyé 4 notifications. Remerciez-nous de ne pas être venu plus tôt. J'ai besoin de ce pick-up pour travailler. » Comment suis-je censé me rendre au travail? Ce n'est pas mon problème, mon ami. Réglez ça avec la société de financement de fonds. Je vise le visage de Jacques Dubois passer par un cycle d'émotions, la rage, le désespoir, et finalement quelque chose qui ressemblait à la défaite. Ses épaules s'affaissèrent, ses bras tombèrent le long de son corps. Alors il se retourna et me vit debout dans mon garage. Nos regards se croisèrent à distance. 30 mètres peut-être, mais cela semblait des kilomètres. L'expression de Jacques Dubois changea. La défaite se meut en quelque chose de plus laide. Son visage se contorsionna et il commença à marcher vers moi, agressivement. « C'est de ta faute, » cria-t-il. « C'est toi qui as fait ça. Tu détruis nos vies parce que nous avons blessé ton orgueil. » Je ne bougeais pas. Je restais là, le chiffon industriel à la main, et j'attendis. Jacques Dubois s'arrêta au bord de mon allée, assez intelligent pour ne pas empiéter sur ma propriété. Au moins il tremblait, je le remarquai. Ses mains tremblaient, et il avait de la sueur sur le front malgré la fraîcheur de l'après-midi. « Tout ce que tu avais à faire, c'était de continuer à nous aider, » dit-il d'une voix brisée. « Juste de continuer à faire ce que tu faisais. Mais non, tu devais montrer qui est le patron. Tu devais nous punir parce que nous voulions notre propre vie. Je vous ai donné votre propre vie, dis-je à voix basse. Voilà à quoi ça ressemble. Ce n'est pas de l'indépendance, c'est du sabotage. Tu as tout annulé. Oh, les paiements de la maison, ceux des voitures, l'assurance, tout. Tu nous as laissés sans rien. Je vous ai laissé exactement avec ce que vous avez apporté à la relation, vos emplois, vos salaires, votre capacité à vous débrouiller seul, comme Rachel a dit que vous vouliez le faire. Je fis une pause. Comment ça se passe, ça? Le visage de Jacques Dubois passa du rouge au presque violet. Tu es un sacré prétentieux. Attention, lui dis-je sèchement. Tu es à la limite de ma propriété. Et Thomas, là-bas. J'acquiesçai de la tête vers la maison de mon voisin, où Thomas était opportunément apparu sur son porche. C'est un policier à la retraite qui sera ravi de signaler toute menace que tu proféreras. Jacques Dubois regarda Thomas, puis me regarda de nouveau, et sa mâchoire se serra comme s'il mâchait du verre. « Nous allons perdre la maison » dit-il finalement d'une voix plate et morte. « La vente aux enchères est dans 3 semaines. Nous avons plafonné nos cartes de crédit en essayant de faire les paiements. Nous avons emprunté à des amis. Nous avons vendu tout ce que nous pouvions vendre. Il ne nous reste plus rien, Daniel Fournier. Rien. Et tu sais quoi? Tu as gagné. » D'accord, tu as gagné. C'est ce que tu voulais entendre? Derrière lui, la dépanneuse s'éloigna, emportant son Ford Lobo vers le coucher du soleil. Jacques Dubois ne se retourna même pas pour la voir partir. « Je ne veux pas gagner, dis-je. Je veux que tu comprennes quelque chose de très simple. Quand tu dis à quelqu'un que tu en as fini avec lui pour toujours, tu n'as pas le droit de revenir quand cela t'arrange. Tu n'as pas le droit d'exiger qu'on te sauve des conséquences que tu as toi-même créées. Ce n'est pas nous qui avons créé cela. C'est toi? Non, Jacques. Non, Jacques, j'ai créé un filet de sécurité. Tu l'as coupé et maintenant tu es surpris de tomber. » Je croisai les bras. Où est Rachel? Quelque chose changea sur son visage. Elle s'est effondrée dans la maison en pleurant de nouveau. Elle voulait venir ici te supplier, mais je lui ai dit que je m'en occuperais, que je pouvais arranger ça. Il laissa échapper un rire amer et brisé. Je ne peux même pas bien faire ça. L'espace d'un instant, juste un battement de cils, je ressentis quelque chose qui ressemblait à de la compassion. Il avait l'air si perdu, si complètement dépassé. C'était un homme qui avait passé 6 ans à flotter,
grâce à la générosité d'une autre personne, et qui ne s'était jamais arrêté pour considérer ce qui se passerait si cela prenait fin. Puis je me suis souvenu de son message. Nous en avons fini avec toi pour toujours. La compassion s'évapore. Dis à Rachel que j'espère qu'elle trouvera son indépendance, dis-je. Tous deux la voulaient tant. Maintenant ils l'ont. Je me retournai et regagnai mon garage. Derrière moi, j'entendis Jacques émettre un son, à moitié sanglot, à moitié cri, mais il ne me suivit pas. Une minute plus tard, j'entendis ses pas s'éloigner dans la rue. Thomas apparut à la porte de mon garage 5 minutes plus tard. C'était très froid, Daniel. C'était nécessaire, répondis-je en ramassant mon pinceau. Ils avaient besoin d'apprendre. Apprendre quoi? À être des vagabonds? Je le regardai. Apprendre que les actions ont des conséquences. Apprendre que l'indépendance signifie plus que le fait que personne ne te pose de questions sur la façon dont tu dépenses ton argent. Apprendre que tu ne peux pas traiter les gens comme des distributeurs automatiques et ensuite être surpris quand ils te ferment le compte. Thomas secoua la tête. Ta fille souffre à cause de cela. Ma fille a pris une décision. Elle a choisi la fierté de son mari plutôt que le soutien de son père. Je respecte cette décision. J'ai plongé le pinceau dans la peinture bleu cobalt. Elle sait où j'habite, Thomas. Si elle veut de l'aide, elle sait comment la demander. Et si elle est trop fière pour la demander, alors elle me ressemble plus que je ne le pensais. J'appliquai la peinture sur le panneau de la Mustang, des traits doux et uniformes, et finalement, la fierté ne suffira pas à éteindre la lumière. Thomas partit en secouant la tête. Je terminai de peindre jusqu'à ce que la lumière s'estompe. Puis je nettoyai mes pinceaux et fermai la porte du garage. À l'intérieur de ma maison, je me servis une tequila, m'assis dans mon fauteuil en cuir, sortis mon téléphone et débloquai le numéro de Rachel. Juste au cas où. Le téléphone resta silencieux pendant 2 heures. Puis, à 21h47, il sonna. Le nom de Rachel apparut sur l'écran. Je le laissai sonner 2-3 fois. Au 4e coup, je répondis « Allô, Rachel ?» Silence. Puis des pleurs. Des sanglots doux et brisés qui firent que quelque chose dans ma poitrine me fit mal malgré tout. « Papa !» murmura-t-elle finalement. « S'il te plaît, nous avons besoin d'aide. » Je suis tellement désolé. Nous avons été stupides. S'il te plaît, je fermai les yeux. Es-tu prête à écouter mes conditions? Oui, n'importe quoi. Juste, s'il te plaît, ne nous laisse pas perdre notre maison. J'y réfléchirai, lui dis-je. Je t'appelle demain. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Je posai le téléphone sur la table et pris une longue gorgée de mon verre. Le lendemain, je lui exposerai mes conditions. La cession de droit, la supervision financière, la lettre d'excuses de Jacques. Le lendemain commencerait la véritable leçon. Cette nuit, je les laisserai réfléchir à la proximité de la perte de tout. La Mustang reposait dans le garage, étincelante de sa nouvelle peinture bleue, presque restaurée, presque complète, tout comme mon plan. J'appelai Rachel le lendemain matin, exactement à 10h. Je la laissai attendre les 12 heures complètes que je lui avais promises. Quand elle répondit au premier coup, sa voix semblait avoir pleuré toute la nuit. « Papa, viens chez moi aujourd'hui, lui dis-je. Toi et Jacques, à 14h, nous allons parler. Merci. » « Merci beaucoup, papa. Nous serons là. » Je raccrochai. Je n'avais pas besoin d'entendre la gratitude. Pas encore. Il ne l'avait pas mérité. Je passai les heures suivantes à me préparer. Pas physiquement, la maison était propre. Le café était fait, mais mentalement, en repassant ce que j'allais dire, comment j'allais le dire. Cette conversation donnerait le ton à tout ce qui allait suivre. Je passai également un appel à Gérard Duval. « Monsieur Daniel, je me demandais quand j'aurais de vos nouvelles. J'ai besoin de vous ici cet après-midi à 14h30 chez moi, et j'ai besoin que vous apportiez un contrat de cession de droit pour la propriété du Paseo de la Cañadas. Une pause, la maison de votre fille, l'ancienne maison de ma fille. Le corrigeai-je, si elle accepte mes conditions. Entendu. J'y serai. À 13h55, une voiture se gara dans mon allée. Ce n'était pas leur Ford Lobo, celle-ci n'était plus là. Ce n'était pas le pick-up de Jacques, il était également parti. C'était une vieille Chevrolet que je ne reconnus pas. Empruntée à un ami, probablement, ou peut-être une de ces voitures de location bon marché. Je le vis depuis la fenêtre tandis qu'il descendait. Rachel semblait avoir vieilli de 5 ans en 4 mois. Des cernes sombres sous les yeux, les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, des vêtements qui pendaient lâchement sur son corps. Elle avait perdu du poids. Jacques Dubois était pire, mal rasé, la chemise froissée.
Ce genre de fatigue qui vient de ne pas dormir, de ne pas bien manger et de sentir le stress vous ronger jour après jour. Bien. Bien, j'ouvris la porte avant qu'ils ne puissent frapper. Entrez. Ils me suivirent dans le salon comme des prisonniers marchant vers leur sentence. Les yeux de Rachel étaient déjà larmoyants. Jacques Dubois ne voulut pas me regarder dans les yeux. Je leur désignai le fauteuil. Asseyez-vous. Ils s'assirent. Je restai debout. Les dynamiques de pouvoir importent dans les négociations, et c'était définitivement une négociation. Alors je dis, vous avez besoin d'aide. Rachel hocha la tête, les larmes coulant. Papa, nous sommes tellement désolés. Nous avions tort. Jacques Dubois a eu tort d'envoyer ce message et j'ai eu tort de le soutenir. Nous ne comprenions pas. Ils ne comprenaient pas que je payais toute leur vie. Je gardais ma voix égale, clinique. Parce que j'ai du mal à le croire, Rachel. Tu n'es pas stupide. Tu savais que l'argent venait de quelque part? Jacques Dubois parla enfin d'une voix rauque. Nous pensions que nous contribuions. Nous pensions que les paiements étaient divisés ou quelque chose comme ça. Nous ne nous étions pas rendus compte que c'était vous seul, chacun des paiements. Je ris. Je ris vraiment. Vous pensiez que vous payiez la moitié d'une hypothèque pour une maison que vous pouviez à peine vous permettre avec vos propres salaires? Vous pensiez que vous payiez 2 crédits automobiles alors que vous plafonniez vos cartes de crédit? S'il vous plaît, Jacques Dubois, vous le saviez. Vous ne vouliez simplement pas le reconnaître parce que cela aurait signifié admettre que vous étiez complètement dépendant de moi. Il serra la mâchoire, mais ne discuta pas. Il ne pouvait pas discuter. La saisie immobilière est dans 2 semaines, murmura Rachel. La banque a dit que si nous ne payons pas le montant total, 175 000 pesos plus les pénalités, ils vendront notre maison. Nous avons tout essayé. Nous avons emprunté à tous ceux que nous connaissons. Nous avons plafonné chaque carte. Il ne nous reste personne vers qui nous tourner, sauf moi, sauf vous. Elle leva les yeux, et le désespoir dans ses yeux était presque douloureux à voir. S'il vous plaît, papa, je sais que nous ne le méritons pas. Je sais que nous avons été horribles avec vous, mais s'il vous plaît, nous ferons tout ce que vous voudrez. Nous vous rembourserons. Nous arrêterons avec ça. Je levai une main. Soyons très clairs sur quelque chose. Vous ne me rembourserez pas. Vous ne pouvez pas. Même si vous consacriez chaque peso disponible que vous avez avec vos revenus actuels, il vous faudrait des décennies pour rembourser ce que vous me devez. Et cela en supposant que je ne vous facturerai pas d'intérêt. Le visage de Jacques Dubois pâlit. Combien vous devons-nous? Je sortis une chemise de la table d'appoint. Je l'ouvris. À l'intérieur se trouvait mon fichier Excel imprimé et surligné. Et surligné 6 ans de paiement ventilés par catégorie. Soutien financier total fourni, 4 millions de pesos. C'est l'apport initial, les mensualités de l'hypothèque, les prêts automobiles, l'assurance, la couverture médicale, l'adhésion à Costco, les services de streaming et plusieurs. Virement d'urgence en espèces, sans inclure les meubles que je leur ai achetés, ni le cadeau de mariage, ni les innombrables dîners que j'ai payés. Je posai l'Excel sur la table basse entre nous. Ils le regardèrent comme si c'était un arrêt de mort. Maintenant, poursuivons avec votre situation d'endettement actuelle. Arriéré d'hypothèque, 175 000 pesos. Dette de carte de crédit, 372 000 pesos. Prêt personnel d'amis, environ 60 000 pesos. Selon ce que Jacques Dubois mentionnait à Thomas. De plus, vous avez perdu vos 2 voitures. Vous aurez donc besoin de transport. Crise financière totale immédiate, environ 620 000 pesos. Rachel pleurait à chaudes larmes. Jacques Dubois semblait sur le point de vomir. Je peux vous aider, dis-je. Mais comprenez ceci. Mais comprenez, vous aider me coûtera de l'argent que je n'ai aucune raison de dépenser. De l'argent que je pourrais utiliser pour ma retraite, mes loisirs, ma vie. Alors, si je dois faire cela, ce sera selon mes conditions. Conditions non négociables, comprenez-vous? Ils hochèrent la tête, trop brisés pour faire autre chose. Bien, je vérifiai ma montre. Mon avocat sera ici dans 20 minutes pour officialiser cela. D'ici là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Je m'assis dans mon fauteuil en cuir, en face d'eux, de l'autre côté de la table basse. C'était le moment vers lequel j'avais construit pendant des mois, le moment où l'équilibre des pouvoirs changerait définitivement. Voici mes conditions, dis-je. Elles sont au nombre de 3. Vous accepterez les 3 ou vous ne recevrez rien de ma part. Bien sûr, dit Jacques Dubois. Rachel se contenta d'acquiescer. Première condition.
Je payerai toutes vos dettes, les arriérés de l'hypothèque, les cartes de crédit, les prêts personnels, 620 000 pesos au total. Je vous fournirai également une voiture d'occasion. Rien de luxueux, mais ce sera un transport fiable. En échange, vous signerez une cession de droit devant notaire, transférant la pleine propriété de la maison du Paseo de las Cañadas à mon nom. La maison devient la mienne. Vous y vivrez en tant que locataire, en me payant 16 000 pesos par mois de loyer. C'est environ la moitié de ce qu'était votre mensualité hypothécaire, donc c'est généreux. Mais la maison est la mienne. S'ils veulent partir un jour, ils partent. La propriété reste la mienne. Les mains de Jacques Dubois tremblaient. Rachel semblait avoir reçu une gifle. Deuxième condition, je poursuivis. Chaque mois, ils me remettront un rapport financier complet. Chaque achat, chaque reçu, chaque peso dépensé. Je veux les factures, je veux les relevés bancaires, je veux une transparence totale. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient se débrouiller seuls. Bien qu'ils le prouvent. Qu'ils prouvent qu'ils peuvent gérer l'argent de manière responsable. Cela continuera pendant un minimum de 2 ans. S'ils refusent ou ne respectent pas ces conditions, le loyer augmentera au prix du marché, soit environ 30 000 pesos par mois, et je me réserve le droit de les expulser avec un préavis de 60 jours. C'est tout. Jacques Dubois commença à parler, puis s'arrêta. Que pouvait-il dire? Que c'était intrusif, contrôlant. Oui, c'était exactement le but. Troisième condition. Je regardai directement Jacques Dubois. Tu écriras une lettre formelle de reconnaissance et d'excuse. Dans cette lettre, tu détailleras chaque paiement que j'ai effectué en votre nom au cours des 6 dernières années. Tu reconnaîtras que sans mon soutien financier, vous n'auriez pas pu payer votre maison, vos voitures ni votre style de vie. Tu t'excuseras pour le manque de respect que tu m'as témoigné, en faisant spécifiquement référence au message texte où tu m'as dit que c'était fini entre nous pour toujours. Cette lettre sera attestée et signée en présence de mon avocat Gérard Fournier et de mon voisin Thomas. Je conserverai ce document. C'est une assurance contre de futurs malentendus. La pièce fut plongée dans un silence absolu. Le visage de Jacques Dubois était passé du pâle au rouge. Il avait les poings serrés. Je pouvais le voir lutter, son orgueil en guerre contre le désespoir. Il voulait m'envoyer au diable. Il voulait franchir cette porte, mais il ne le pouvait pas, car sans moi, il se retrouverait à la rue en 2 semaines. Ce sont mes conditions, dis-je. Vous les prenez ou vous les laissez. Rachel saisit le bras de Jacques Dubois. Nous les acceptons, dit-elle rapidement. N'est-ce pas, Jacques Dubois? Nous les acceptons. Jacques Dubois la regarda, puis me regarda, et quelque chose en lui se brisa. Ses épaules s'affaissèrent. Il baissa la tête. Oui, dit-il d'une voix à peine audible. Nous les acceptons. Je souris. Non pas avec chaleur, mais avec satisfaction. Décision intelligente. La sonnette retentit. Juste à temps. Je me levai et me dirigeai vers la porte. Gérard Fournier se tenait sur mon perron, sa mallette à la main. Monsieur Daniel, prêt à procéder. Entrez, avocat, lui dis-je. Rendons cela officiel. Gérard Fournier posa sa mallette sur la table de ma salle à manger et en sortit une liasse de documents. C'était un professionnel accompli, mais je remarquai qu'il haussa légèrement un sourcil en voyant Rachel et Jacques Dubois, recroquevillés dans mon fauteuil, tels des accusés attendant un verdict. « Monsieur Dubois, Madame Dubois, dit-il formellement. Je suis maître Gérard Fournier, avocat de Monsieur Fuente. Ah, je crois comprendre que vous êtes ici pour négocier les termes d'une assistance financière. » Jacques Dubois se contenta d'acquiescer. Rachel dit « Oui. » Monsieur Fournier sortit d'abord le contrat de cession de droit, le document le plus important, celui qui transférait la propriété légale de leur maison à mon nom. Ceci est un contrat de cession de droit pour la propriété située au Paseo de las Cañadas à Juriquilla, actuellement au nom de Rachel Fuentes et Jacques Dubois. En signant ce document, vous transférez tous les droits de propriété en faveur de Monsieur Daniel Fuentes. Comprenez-vous ce que cela signifie? « Nous comprenons, murmura Rachel. Vous comprenez que vous ne serez plus propriétaire de cette propriété, que M. Fuentes en sera le propriétaire légal et que vous en serez les locataires. Oui. M. Fournier regarda Jacques Dubois. Monsieur Dubois, j'ai besoin d'une confirmation verbale de vous deux. La mâchoire de Jacques Dubois se crispa. Je pouvais voir la guerre qui se livrait derrière ses yeux. C'était le moment, le point de non-retour. Une fois qu'il aura signé ce document,
Il admettrait légalement et officiellement qu'il ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa propre famille, qu'il avait besoin de moi, que toutes ces paroles sur l'indépendance n'avaient été que cela, de simples mots. Monsieur Dubois, l'exhorta Monsieur Fournier de nouveau. Je comprends, dit finalement Jacques Dubois. Les mots sonnèrent comme s'ils lui étaient arrachés avec des pinces. Bien. Monsieur Fournier fit glisser le document sur la table. J'aurai besoin des 2 signatures. Ici, ici et ici. Je le certifierai et le déposerai chez le notaire. Rachel signa la première. Sa main tremblait tellement qu'elle pouvait à peine tenir la plume, mais elle signa. Puis elle poussa le document vers Jacques Dubois. Il le fixa pendant un long moment. Je vis son visage traverser un cycle d'émotions, colère, honte, résignation. Finalement, il prit la plume et signa. 3 signatures rapides, comme arracher un pansement. Monsieur Fournier vérifia chaque signature avec une efficacité professionnelle, puis rangea le document dans sa mallette. « C'est fait, dit Monsieur Daniel. La propriété est maintenant légalement la vôtre. Je déposerai cela au registre public de la propriété lundi. » Je ressentis une vague de quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce n'était pas exactement un triomphe, c'était plutôt comme une conclusion. La maison dont ils avaient été si fiers, la maison que j'avais payée, était désormais officiellement la mienne. Ils avaient tenté de me rayer de leur vie, et, ce faisant, ils avaient perdu ce qu'ils estimaient le plus. L'ironie ne m'échappa pas. Point suivant, dit M. Fournier en sortant un autre document. Un contrat de location. Conditions standard. Un loyer mensuel de 16 000 pesos payable le premier jour de chaque mois. Un préavis de 60 jours est requis pour la résiliation par l'une ou l'autre des parties. Monsieur et Madame Dubois, vous devrez tous 2 signer en tant que locataires. Ils signèrent cela aussi, plus rapidement cette fois. Ils savaient que toute résistance était futile. Ensuite, M. Fournier sortit une feuille de papier vierge et une plume et les posa devant Jacques. Et maintenant, Monsieur Dubois, je crois comprendre que vous devez rédiger une lettre de reconnaissance et d'excuse. Monsieur Fournier a défini les exigences. Vous pouvez l'écrire ici même devant les témoins. Jacques regarda la feuille blanche comme s'il s'agissait d'un serpent. Tout de suite? Oui, dis-je tout de suite. Monsieur Fournier est là. Thomas sera là-dedans, je vérifiai ma montre. 5 minutes. Vous écrivez la lettre. Il signe en tant que témoin et nous en aurons fini. Que voulez-vous que je dise exactement? Oh. Sa voix était tendue, contrôlée, retenant à peine sa rage. Je sortis mon téléphone et lus mes notes. Je veux que vous reconnaissiez chaque paiement important que j'ai effectué, la compte, les mensualités de l'hypothèque, les crédits automobiles, l'assurance. Je veux que vous reconnaissiez que sans mon soutien, vous n'auriez pas pu maintenir votre train de vie. Et je veux que vous vous excusiez spécifiquement de m'avoir dit que c'était fini pour toujours et de ne plus jamais vous contacter. Incluez la date à laquelle vous avez envoyé ce message. Voulez-vous m'humilier? Je le regardai dans les yeux. Je veux que vous disiez la vérité. C'est humiliant peut-être, mais chaque mot est aussi exact. Jacques saisit la plume. Pendant une seconde, je crus qu'il allait me la jeter. Au lieu de cela, il rapprocha le papier et commença à écrire des traits rapides et furieux. Il appuyait si fort sur la plume qu'il faillit déchirer le papier. Rachel le regardait, les larmes coulant toujours sur son visage. Elle tendit la main et lui toucha le bras, mais il se dégagea. Trop en colère, trop brisé. La sonnette retentit de nouveau. J'ouvris la porte et trouvai Thomas, l'air confus. « Daniel, tu m'as dit que tu avais besoin de moi. » « Entre, Thomas. J'ai besoin que tu sois témoin de quelque chose. » Je le conduisis à la salle à manger. Il observa la scène, M. Fournier, avec sa mallette, Rachel en pleurs, Jacques écrivant furieusement. Son expression passa de la confusion à la compréhension. « Que se passe-t-il ici? »« Ici. Justice, dis-je simplement. Jacques est en train d'écrire une lettre reconnaissant le soutien financier que je leur ai apporté au fil des ans. J'ai besoin que vous et M. Fournier soyez témoins de sa signature. » Thomas semblait mal à l'aise. « Daniel, je ne suis pas sûr de devoir m'impliquer dans... S'il te plaît, Thomas, fais-moi cette faveur. Tu es un tiers neutre. As-tu vu ce qui s'est passé avec les voitures? Sais-tu ce qui s'est passé? J'ai juste besoin que tu attestes que Jacques a écrit ceci de sa propre volonté et que je ne l'ai pas contraint. » Thomas soupira. « D'accord, mais seulement parce que je pense que vous vous comportez tous les deux comme des idiots et que cela mettra peut-être enfin un terme à cette affaire. » Jacques finit d'écrire et poussa le papier sur la table. « Voilà. Content?
Je le pris et le lus. L'écriture était agressive, avec des angles vifs et beaucoup de pression, mais tous les mots étaient là. À qui de droit? Je sous-signais Jacques Dubois reconnaît que de 2019 à 2025, Daniel Fournier a fourni un soutien financier substantiel à mon épouse, Rachel Dubois, et à moi-même. Ce soutien comprenait un acompte de 560 000 pesos pour notre maison à Paseo de la Cañadas, des mensualités hypothécaires de 29 000 pesos, des mensualités de crédit automobile totalisant 13 600 pesos, des primes d'assurance de 5 400 pesos et divers autres frais, incluant la couverture médicale, les adhésions et de l'argent liquide pour les urgences. Sans le soutien financier de M. Fournier, nous n'aurions pas pu payer notre maison, nos véhicules, ni notre train de vie. Je reconnais que nous étions entièrement dépendants de sa générosité. Le 18 mars 2025, j'ai envoyé à M. Fournier un message texte disant « C'est fini avec toi pour toujours. Arrête d'essayer de contrôler nos vies. Ne nous contacte plus jamais. » Ce message était irrespectueux, ingrat et erroné. Je m'excuse de l'avoir envoyé et de la douleur qu'il a causée. Je reconnais que la crise financière à laquelle ma famille est confrontée est le résultat direct de la perte du soutien de M. Fournier. Un soutien que nous tenions pour acquis et que nous n'avons pas su apprécier. Faite et signée Jacques Dubois. Elle était parfaite, amère, furieuse, mais parfaite. Chaque mot que j'avais voulu y figurait. Signez-la, dis-je. Mettez la date. M. Fournier et Thomas en seront témoins. Jacques signa. M. Fournier et Thomas signèrent sous sa signature en tant que témoins. M. Fournier prit une photo de la lettre terminée avec son téléphone, puis me remit l'original. Pour vos dossiers, M. Daniel. Je pliai la lettre avec soin et la rangeai dans mon dossier. Juste à côté de mon fichier Excel, juste à côté de tous les relevés bancaires et des registres de paiement. Une documentation complète de leur dépendance, de leur ingratitude, de leur chute et de leur soumission. Nous en avons fini ici, dis-je. Monsieur, merci Thomas. J'apprécie que vous soyez venu. Jacques, Rachel, lundi, je virerai l'argent pour régler vos dettes. La banque arrêtera la saisie. Vous pourrez récupérer votre voiture mardi. Je vous enverrai l'adresse du parc automobile par message. Les clés vous attendront. Rachel se leva d'un bond. Tapa, merci. Merci beaucoup. Je sais que nous ne le méritons pas. Non, vous ne le méritez pas, l'interrompis-je. Mais tu es ma fille et malgré tout, je ne veux pas te voir à la rue, alors j'aide selon mes conditions. Elle hocha la tête en s'essuyant les yeux. Jacques se leva également. Il me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. Et haine, respect, peut-être les deux. Je n'oublierai pas cela, dit-il à voix basse. J'y compte bien, répondis-je. Ils partirent. Lefebvre et Thomas le suivirent peu après, et je restai seul dans mon salon, donnant le dossier qui contenait leur édition signée. Je l'avais fait. J'avais pris tout ce qu'ils valorisaient, je les avais forcés à reconnaître leur dépendance, et j'avais entièrement restructuré la relation selon mes propres conditions. Ils voulaient l'indépendance. Je leur avais montré ce que cela coûtait réellement, et maintenant ils passeraient des années à prouver qu'ils pouvaient la gérer sous mon regard attentif, chez moi, en suivant mes règles. La Mustang était presque terminée. Il ne manquait que le polissage final, l'installation des chromes et le nettoyage de l'intérieur. Tout comme cette situation presque complète, presque parfaite, je me servis un tequila et levai mon verre vers la pièce vide. « Aux leçons apprises », dis-je en souriant. Le lendemain matin, je virai l'argent, un total de 620 000 pesos, de mon compte de retraite vers plusieurs comptes de créanciers à la BIVA pour les arriérés de l'hypothèque, à 3 sociétés de cartes de crédit différentes et à 2 personnes dont Jacques m'avait donné les noms pour les prêts personnels. Chaque transaction était accompagnée d'une note. Paiement au nom de Jacques et Rachel Martin. Compte entièrement réglé. Pour le lundi après-midi, la procédure de saisie hypothécaire était officiellement annulée. Je reçus le courriel de confirmation de la BIVA pendant que j'installais la moulure chromée sur la calandre de la Mustang. La date de la vente aux enchères fut supprimée du calendrier. Leur maison, ma maison, était désormais en sécurité. Le mardi, je me rendis en voiture à un parc de voitures d'occasion sur l'avenue des Constituants. Je payais 96 000 pesos en espèces pour une Toyota Camry 2015 avec 140 000 km au compteur. Rien de luxueux, grise, fiable, économique, parfaite pour des personnes qui apprennent à vivre selon leurs moyens. Je laissai les clés au directeur des ventes et envoyai l'adresse à Rachel par message. « Votre transport est prêt », demandait Michel.
Les clés sont dans son bureau. Sa réponse arriva immédiatement. Merci, papa. Nous la récupérerons cet après-midi, sans gratitude effusive, sans excuses excessives, juste de la reconnaissance. Bien, ils apprenaient. Le contrat de cession de droit fut enregistré au registre public de la propriété le mercredi. Je reçus la copie officielle avec le sceau par messagerie ce même vendredi. La propriété du Paseo de las Cañadas à Juriquilla, Querétaro, était désormais légalement et irrévocablement mienne. J'accrochai le document au mur de mon garage, juste à côté de ma boîte à outils. Un rappel de ce qui arrive lorsque les gens confondent la générosité avec la faiblesse. Le premier rapport financier arriva le lundi suivant. Rachel l'envoya par courriel. Un fichier Excel détaillé avec chaque dépense catégorisée et documentée. Loyer, électricité, eau, supermarché, essence, articles personnels. Chaque reçu était scanné et joint. Je le révisai avec soin. Ils avaient dépensé 56 900 pesos ce mois-là. Le loyer pour moi était de 16 000, les services de 6 800, le supermarché de 10 400, l'essence de 3 700, tout le reste était minime. Pas de repas au restaurant, pas d'abonnement de divertissement, pas d'achat impulsif. Ils vivaient comme ils auraient dû vivre depuis toujours. Je leur envoyai une réponse d'un seul mot. Approuvé. Le rapport du deuxième mois fut similaire. Le troisième mois fut encore plus austère. Je pouvais les voir réduire les dépenses, apprendre à faire un budget, faire en sorte que chaque peso compte. Le genre de discipline financière dont ils n'avaient jamais eu besoin auparavant, car j'avais toujours été là pour les rattraper quand ils tombaient. Plus maintenant. 2 mois après notre accord, je me rendis en voiture chez eux, chez moi, pour la première fois depuis la frayeur de la saisie. Je leur envoyai un message texte avant d'y aller. J'ai besoin d'inspecter la propriété demain à 14 h. La réponse de Rachel fut immédiate. Bien sûr, nous nous assurerons que tout est propre. Je me garai devant l'entrée à 14 h précises. La pelouse était tondue. Les poubelles étaient correctement rangées. L'extérieur semblait bien entretenu. Bon début. Rachel ouvrit la porte. Elle avait repris un peu de poids. Je le remarquai. Pas beaucoup, mais suffisamment pour qu'elle ne paraisse plus aussi émaciée. Ses yeux étaient plus clairs, moins désespérés. « Bonjour, papa. » « Entrez. » L'intérieur était impeccable. Les meubles étaient rangés avec soin, les sols aspirés, la cuisine propre. Cette télévision absurde de 65 pouces n'était plus là, probablement vendue pour aider aux dépenses. Il l'avait remplacée par un modèle modeste de 40 pouces qui semblait d'occasion. Santiago apparut dans le couloir. Il avait toujours l'air fatigué, mais plus brisé, plutôt comme quelqu'un qui a couru un marathon et qui retrouve enfin son rythme. Daniel hocha la tête. Non pas avec chaleur, mais avec respect. L'endroit a l'air bien, n'est-ce pas? Je marchais lentement, inspectant tout. Le chauffe-eau, les filtres de la climatisation, les fenêtres, la plomberie, tout était correctement entretenu. Il prenait soin de mon investissement. C'est acceptable, dis-je. Continuez comme ça. Nous le ferons. La mâchoire de Santiago était tendue, mais il soutint mon regard. Nous l'avons fait. Nous essayons de faire mieux. En tout, je le regardais. Je le regardais vraiment. L'arrogance avait disparu. Le sentiment d'avoir droit à tout s'était envolé. Ce qui restait était quelque chose de plus dur, de plus terre à terre. Je le vois, lui dis-je. Raquel apparut avec un dossier. Le rapport de ce mois-ci. Je sais qu'il n'est pas dû avant lundi, mais je l'ai déjà préparé. Je le pris, mais ne l'ouvris pas. Comment va le travail, Santiago? Il cligna des yeux, surpris par la question personnelle. Mieux. Ils m'ont donné une petite augmentation de 3%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est quelque chose. Tu l'as mérité. Je terminai la phrase. C'est ce qui compte. Quelque chose dans son expression changea. Ce n'était pas exactement un sourire, mais cela s'en approchait. Oui, dit-il à voix basse. Oui, je l'ai mérité. Je partis 15 minutes plus tard, l'inspection terminée et le rapport mensuel en main. En rentrant chez moi, je ressentis quelque chose que je n'avais pas anticipé. Ce n'était pas de la satisfaction à proprement parler, c'était plutôt comme de la paix. La colère qui avait brûlé pendant des mois s'était éteinte. Ce qui restait, ce n'était que les faits,
Ils avaient trahi ma confiance. J'avais retiré mon soutien. Ils s'étaient effondrés et se reconstruisaient maintenant selon leurs propres termes avec le filet de sécurité que j'avais choisi de leur offrir. Ce n'était pas la relation que nous avions eue auparavant, mais c'était peut-être quelque chose de plus honnête. La Mustang était presque terminée. J'avais achevé tout le travail mécanique, tout le travail de carrosserie, toute la peinture. Il ne restait que les derniers détails, polir le chrome, nettoyer l'intérieur, installer les nouveaux tapis. Je passais les 2 semaines suivantes à travailler sur ces touches finales. Chaque soir, après le dîner, j'allais au garage et je travaillais jusqu'à ce que la lumière s'estompe, polissant, nettoyant, perfectionnant. Puis, une nuit, début septembre, je reculais et contemplais ce que j'avais créé. La Ford Mustang de 1960 était là, étincelante sous les lumières du garage, la peinture bleu cobalt. Le chrome brillait comme un miroir, capturant chaque reflet. L'intérieur restauré selon les spécifications d'usine. Le moteur ronronnait comme un chat satisfait. 3 ans de travail. De la patience. Le souci du détail. Prendre quelque chose de brisé et le rendre à nouveau complet. Je passai la main sur le capot et sentis un sentiment d'achèvement s'installer dans ma poitrine. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à Raquel. « Venez ce week-end, samedi midi. Il y aura un barbecue. » Sa réponse fut rapide. « Nous serions ravis. Merci, papa. » Le samedi fut clair et chaud, une fin d'été typique à Querétaro. Je préparais la table du patio avec la viande prête pour le grill, du guacamole dans le réfrigérateur, des bières et des sodas frais dans la glacière. Rien de luxueux, juste la famille. Ils arrivèrent exactement à midi dans le pick-up gris, tous deux vêtus de manière décontractée, mais soignés. Raquel avait apporté un dessert maison, un gâteau aux pommes. Santiago apportait un pack de 6 bières, bien qu'il le déposât avec beaucoup de précaution lorsqu'il vit mon expression. « J'ai juste pensé que si tu voulais… » Il laissa la phrase en suspens. « Nous sommes bien, dis-je en désignant la glacière. J'ai ce qu'il faut en boisson. » Nous ne parlâmes pas de la maison. Nous ne parlâmes pas de l'argent, nous ne parlâmes pas des 4 derniers mois de rapports financiers, de paiement de loyer et de leçons apprises. Au lieu de cela, nous parlâmes de petites choses. Le travail de Raquel, l'augmentation de Santiago, la consommation d'essence du pick-up, le temps qu'il faisait, des choses normales, des choses de famille. Après le repas, Santiago posa la question que j'attendais. « Et la Mustang ?» Je l'ai vue dans le garage. Elle est terminée. Je me levai. « Venez la voir. » Je les conduisis au garage et appuyai sur le bouton pour ouvrir la porte. La lumière du soleil inonda l'endroit, capturant la peinture bleue et la faisant briller comme un saphir liquide. Raquel laissa échapper un petit cri d'émerveillement. Elle en resta littéralement sans voix. « Papa, elle est magnifique. » Santiago en fit le tour lentement, assimilant chaque détail. Les pare-chocs chromés, l'intérieur restauré, le moteur visible à travers le capot ouvert. « C'est, Daniel. C'est incroyable. Combien de temps cela t'a-t-il pris? » 3 ans. J'ouvris la portière du conducteur. Je l'ai acheté, c'était une épave rouillée. Je l'ai reconstruite pièce par pièce, moteur, transmission, suspension, carrosserie, intérieur. J'ai tout fait moi-même. Santiago désigna le moteur d'un air dubitatif. J'acquiesçai. Il se pencha, examinant le carburateur, le filtre à air, les caches de soupape. Je vis son visage changer à mesure qu'il reconnaissait la qualité du travail. « Tu as fait tout ça? » Chaque écrou, chaque soudure, chaque couche de peinture, je passais la main sur l'aile. Il a fallu de la patience, de la discipline. Il a fallu refuser les raccourcis, même quand cela aurait été plus facile. La métaphore n'était pas subtile. Santiago la saisit immédiatement. Son expression changea de la compréhension, peut-être un peu de honte, mais aussi quelque chose qui ressemblait au respect. « C'est parfait, dit-il à voix basse. Ce n'est pas parfait, mais c'est honnête. Tout ce que tu vois est réel, sans raccourci, sans faux semblant. » Je refermai doucement le capot. C'est ce qui lui donne sa valeur. Raquel pleurait en silence, et je réalisais qu'elle aussi avait compris. La Mustang n'était pas seulement une voiture, c'était une métaphore de tout ce qui s'était passé entre nous. Quelque chose de brisé, de négligé, de tenu pour acquis, puis reconstruit lentement, douloureusement, pour devenir quelque chose de plus fort. « Vous voulez l'entendre démarrer ?» demandai-je. Je m'installai sur le siège conducteur et tournai la clé.
Le moteur démarra immédiatement. Ce magnifique rugissement d'un V8 qui avait été correctement entretenu et restauré avec amour. Je le laissai tourner au ralenti un instant, puis j'accélérai doucement. Le son résonna dans le garage comme un coup de tonnerre. Le visage de Santiago s'illumina. Ça, c'est un doux son. Je coupai le moteur et sortis. Nous restâmes tous les trois là, dans mon garage, à contempler la Mustang, et pour la première fois depuis des mois, le silence entre nous ne fut pas gênant. « Écoute, dit Santiago soudain, je sais que je ne peux pas retirer ce que j'ai dit. Ce message, la façon dont je t'ai traité, mais je veux que tu saches que maintenant je comprends. Ce que tu essayais de nous apprendre. Nous ne nous débrouillons pas seuls. Nous nous tenions sur tes épaules en faisant semblant que c'étaient les nôtres. Je le regardai et attendis. Le loyer que nous te payons maintenant, les rapports financiers, la lettre que j'ai écrite, il déglutit difficilement. Au début, je détestais ça. Je te détestais de m'y avoir forcé, mais maintenant je comprends. Tu n'essayais pas de nous contrôler, tu essayais de nous faire mûrir. Ça t'a pris pas mal de temps, lui dis-je. Mais il n'y avait aucune dureté dans ma voix. Raquel fit un pas en avant. Papa, je suis tellement désolé d'avoir choisi l'orgueil de Santiago au détriment de tes sentiments, de l'avoir laissé me convaincre que tu étais le problème, alors qu'en réalité, nous étions justes, gâtés et ingrats. Oui, vous l'étiez, acquiesçai-je, mais vous apprenez. Les rapports le prouvent. La façon dont vous entretenez la maison le prouve. Le fait que vous soyez ici, à essayer de reconstruire cette relation sur des bases honnêtes, cela le prouve aussi. Je me dirigeai vers mon établi et sortis le dossier, le même dossier qui contenait le contrat de cession de droit, les registres financiers et la lettre d'excuse de Santiago. Je l'ouvris et relus cette lettre une fois de plus. L'écriture rageuse de Santiago, chaque mot admettant sa dépendance, chaque ligne reconnaissant ce qu'il avait tenu pour acquis. J'aurais pu l'utiliser contre lui pour toujours. J'aurais pu m'en servir comme d'une arme chaque fois qu'il dépassait les bornes. J'aurais pu m'assurer qu'il n'oublie jamais son humiliation. Au lieu de cela, je la pliai soigneusement et la lui tendis. « Tiens, c'est à toi maintenant. » Santiago regarda la lettre comme si elle allait exploser. « Quoi? » ?»« La leçon est terminée. Vous l'avez apprise tous les deux. Je n'ai plus besoin de garder ça. » Je refermai le dossier, mais je gardai les titres de propriété de la maison. Ça ne change pas. La maison est à moi. Vous restez locataire. C'est la conséquence permanente de vos décisions. Santiago ouvrit la lettre, lut ses propres mots, puis la déchira lentement en deux, puis en quatre, puis en petits morceaux, qu'il laissa tomber dans la poubelle de mon garage. « Merci, dit-il. » Raquel m'étreignit alors forte, comme elle le faisait quand elle était petite. Je la laissai faire, lui tapotant maladroitement le dos d'une main. « Nous continuerons d'envoyer les rapports, dit-elle contre mon épaule, et de payer le loyer à temps et de prendre soin de la maison. Je le promets. Je le promets, je sais que vous le ferez. » Je me dégageai doucement de son étreinte, parce que si vous ne le faites pas, vous savez exactement de quoi je suis capable. Santiago en rit vraiment, un rire authentique. Oui, nous le savons définitivement. Ils restèrent 1 heure de plus. Nous nous assîmes dans mon patio, buvant de l'eau fraîche, regardant les ombres du soir s'allonger sur le paysage semi-désertique. Pris de cet émontard délaqué à rider au maître, la conversation était plus facile maintenant, moins forcée. Nous n'étions plus la famille que nous avions été auparavant. Cette famille s'était éteinte, construite sur des fondations d'obligations tacites et de dépendances non reconnues. Mais peut-être pouvions-nous être quelque chose de mieux, quelque chose d'honnête. Quand ils partirent enfin, Rachel me serra de nouveau dans ses bras sur le pas de la porte. « Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma fille. » Même Jacques Dubois me serra la main. « On se voit le mois prochain pour l'inspection. » J'y serai. Je les vis s'éloigner dans leur voiture grise. Fini les voitures de luxe, fini le train de vie, qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Juste 2 personnes vivant selon leurs moyens, apprenant à apprécier ce qu'elles possédaient au lieu de toujours en vouloir plus. La leçon avait été rude, mais elle avait été nécessaire. Je retournai à mon garage et contemplai la Mustang une fois de plus. Puis, mes yeux se posèrent sur le mur où j'avais accroché l'acte de cession de droit. Preuve légale que leur maison, celle que j'avais payée, celle qu'ils avaient tenue pour acquise, était désormais mienne.
Ils avaient tenté de me rayer de leur vie. Ils avaient tenté d'obtenir l'indépendance sans la responsabilité. Ils avaient tenté de prendre tout ce que je leur avais donné sans rien rendre en retour. Et en réponse, j'avais pris la seule chose qu'ils valorisaient le plus et l'avais faite mienne. Non par cruauté, non par vengeance, mais par justice. Désormais, ils vivaient dans ma maison, suivaient mes règles, prouvaient leur valeur mois après mois avec ses rapports financiers et, petit à petit, très petit à petit, ils devenaient le genre de personnes qui méritaient de l'aide, qui comprenaient que la générosité n'est pas une faiblesse, que le soutien s'accompagne de gratitude, que la famille signifie respect mutuel et non une obligation à sens unique. Je me servis un tequila et m'assis dans mon fauteuil en cuir, contemplant le coucher de soleil sur Querétaro. Le ciel faisait ce qu'il fait dans cette région, se parant de couleurs impossibles. Mon téléphone vibra. Un message de Rachel. « Merci pour aujourd'hui, papa. » Cela a signifié plus que tu ne l'imagines. Je souris et répondis. « Même heure le mois prochain. » La Mustang brillait sous les lumières du garage, entièrement restaurée. Les actes de propriété pendaient à mon mur, preuve permanente des leçons apprises. Et quelque part, de l'autre côté de la ville, ma fille et mon gendre vivaient dans ma maison, bâtissant une vie sur des bases honnêtes, comprenant enfin ce que coûte réellement l'indépendance. J'avais gagné, non pas en les détruisant, mais en les éduquant. Et cela, pensais-je, en sirotant mon tequila, était la plus douce des victoires. La Mustang resplendissait sous la lumière, complète, parfaite, honnête, juste comme la justice doit l'être.